L'air glacial de la nuit coupait la peau exposée, mais la douleur intérieure était un froid bien plus profond. Un cri silencieux déchirait la gorge, retenu par une dignité qui s'évanouissait. La porte en bois massif, autrefois un portail vers les rêves, était désormais une barrière infranchissable. Dehors, le bourdonnement de la ville semblait se moquer du silence forcé. À l'intérieur, l'écho de pas solitaires remplissait le vide d'un foyer qui ne semblait plus être le sien. Les jours s'étiraient, chacun plus lourd que le précédent, peignant sur son visage un masque d'indifférence qui cachait à peine la blessure ouverte. Une enveloppe lourde, ornée d'un blason imposant, reposait sur la table basse, intacte. Le papier semblait brûler sous son regard fixe, promettant une confrontation inévitable. Léa avait toujours cru en la force des liens, en la solidité des promesses et en la beauté d'un amour construit brique par brique. Depuis son enfance, sa vie avait été un tissu soigneusement brodé de rêves simples et d'un dévouement inébranlable envers ce qu'elle aimait. Elle avait grandi dans une petite ville de la campagne française, où les valeurs familiales étaient le fondement de tout. Ses parents, humbles agriculteurs, lui avaient enseigné la valeur du travail acharné et de l'honnêteté, principe qu'elle portait en elle comme un trésor. À 18 ans, mue par une soif de connaissance et un désir ardent de construire un avenir meilleur, Léa quitta le confort de son foyer pour étudier dans la capitale. C'est là qu'elle rencontra Antoine, un jeune homme ambitieux et charismatique, dont le sourire facile et le regard déterminé la conquirent entièrement. Il était tout ce qu'elle imaginait pour un partenaire, intelligent, protecteur et avec une vision du monde qui semblait compléter la sienne de manière parfaite. La romance fleurit rapidement, se transformant en un engagement sérieux. Antoine, issu d'une famille ayant une certaine influence politique dans la ville, promettait un avenir de stabilité et de prospérité. Léa, quant à elle, lui apportait la simplicité, l'authenticité et un amour pur qu'il disait n'avoir jamais trouvé auparavant. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, mais pleine de sens, avec la promesse de construire un empire ensemble, non pas de richesse matérielle, mais de bonheur et de camaraderie. Les premières années furent d'une pure euphorie. Antoine gravit rapidement les échelons de sa carrière politique, devenant un conseiller municipal respecté, et en peu de temps, un nom fort pour la mairie. Léa était toujours à ses côtés, le soutenant à chaque étape, organisant des événements caritatifs, participant à des réunions communautaires et étant l'hôtesse parfaite lors de dîners importants. Elle était la force silencieuse derrière son succès, la voix calme qui le conseillait dans les moments de doute, le havre de paix où il trouvait refuge. Cependant, à mesure que le pouvoir d'Antoine grandissait, un changement subtil, presque imperceptible, commença à se produire. Les réunions devinrent plus fréquentes, les voyages plus longs et le temps pour Léa, de plus en plus rare. Il commença à s'entourer de nouvelles personnes, de jeunes assistants ambitieux, qui semblaient valoriser davantage l'image que l'essence. Léa, avec sa simplicité et son authenticité, commença à se sentir un peu déplacée dans ce nouvel univers d'apparence et de jeu de pouvoir. Les conversations, qui étaient autrefois profondes et pleines de complicité, se résumaient désormais à des briefings sur son emploi du temps ou à des commentaires superficiels sur des événements sociaux. Elle tentait d'ignorer les petits signes, les attribuant au stress de la campagne et aux responsabilités croissantes. Après tout, leur amour était fort, inébranlable, n'est-ce pas? La campagne pour la mairie fut intense, exigeant de Léa un effort surhumain. Elle se dévoua corps et âme, sacrifiant sa propre carrière et ses rêves personnels pour soutenir Antoine. Elle passait des nuits blanches à organiser des rassemblements, à visiter des quartiers défavorisés, à écouter les demandes de la population et à transmettre le message d'espoir qu'Antoine représentait. Son image de future première dame était impeccable, élégante, discrète, empathique et toujours avec un sourire accueillant. La population l'adorait, voyant en elle la représentation de la femme française forte et dévouée. Antoine remporta les élections avec une marge significative, et la ville célébra avec euphorie. Léa ressentit un mélange de fierté et d'épuisement. La victoire était la leur, le fruit d'années de travail et de sacrifices. Elle imaginait qu'avec l'élection, les choses se calmeraient, qu'ils auraient plus de temps l'un pour l'autre, qu'ils pourraient enfin profiter de la vie qu'ils avaient construite. Mais la réalité se montra cruellement différente. La mairie apporta une nouvelle vague d'engagement, d'exigences sociales et d'attentes. Antoine, désormais maire de la ville, était plus distant que jamais. Les quelques heures qu'il passait à la maison étaient remplies d'appels téléphoniques urgents,
de documents à réviser et d'une liste interminable de tâches. Léa tentait de s'adapter, cherchant sa place dans ce nouveau scénario. Elle se consacrait à des projets sociaux, à des causes importantes pour la communauté, mais elle sentait que sa voix, autrefois si valorisée, n'était plus qu'un écho lointain dans les couloirs de la mairie. Les gens autour d'Antoine, en particulier sa nouvelle chef de cabinet, Patricia, une femme d'une beauté époustouflante et d'une ambition démesurée, semblaient la voir comme un accessoire, une figure décorative. Patricia, avec ses commentaires subtils et ses regards dissimulés, commença à miner la confiance de Léa, la faisant douter de sa propre valeur et de son rôle dans la vie d'Antoine. Les dîners officiels devinrent un supplice. Léa, qui s'était toujours sentie à l'aise dans n'importe quel environnement, commença à se sentir observée, jugée. Les regards curieux, les murmures étouffés, les comparaisons voilées avec d'autres femmes plus jeunes et modernes, l'atteignaient comme des flèches empoisonnées. Elle commença à percevoir que son image, autrefois un atout, était désormais perçue par certains comme un obstacle. Son corps, qui avait un peu changé au fil des ans et du stress de la vie publique, devint la cible de commentaires malveillants et de blagues de mauvais goût. Antoine, autrefois si attentif, semblait ne pas remarquer ou, pire, ignorer délibérément sa souffrance. Il était plongé dans son nouveau monde de pouvoir et de reconnaissance, et Léa se sentait de plus en plus invisible, une ombre dans sa propre maison. La solitude commença à s'installer, une compagne silencieuse et implacable. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint lors d'un gala, une soirée qui devait célébrer le succès de l'administration d'Antoine. Léa avait choisi une robe élégante, mais discrète, essayant de se sentir à l'aise au milieu de tant d'ostentation. Cependant, en arrivant, elle réalisa que les regards n'étaient pas d'admiration, mais d'examen. Patricia, éblouissante dans une robe qui semblait avoir été faite pour voler la vedette, ne manqua pas l'occasion de faire un commentaire mordant sur la discrétion de Léa, sur un ton qui suggérait l'inadéquation. Antoine, au lieu de la défendre, se contenta de sourire maladroitement, détournant le regard. À ce moment-là, Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'humiliation publique, l'indifférence d'Antoine, la méchanceté voilée de Patricia, tout se rejoignit en un coup dévastateur. Elle se sentit exposée, vulnérable, comme si elle était nue devant une foule qui la jugeait. La douleur était physique, une oppression dans la poitrine qui la laissait à peine respirer. Elle se retira discrètement dans un coin, les larmes luttant pour ne pas tomber. Cet événement, qui aurait dû être un jalon de célébration, devint la scène de sa plus profonde humiliation. Léa se réfugia dans l'un des salons les moins fréquentés du gala, cherchant un minimum d'intimité pour contenir le torrent d'émotions qui l'envahissait. L'éclat des lustres en cristal semblait intensifier l'obscurité qui s'installait dans son âme. Chaque rire qui résonnait du salon principal, chaque mélodie de l'orchestre, sonnait comme une offense, un rappel cruel de sa solitude au milieu de la foule. Elle sentait le poids des regards qui la poursuivaient, même quand il n'y avait personne, une sensation d'examen constant qui l'étouffait. L'image d'Antoine détournant le regard, de Patricia souriant avec une satisfaction dissimulée, s'imprima dans son esprit comme une cicatrice profonde. Ce n'était pas seulement l'humiliation publique, mais la trahison silencieuse de celui qui aurait dû être son havre de paix qui la déchirait. Cet événement, qui aurait dû être l'apogée d'un voyage partagé, se transforma en la scène de sa plus profonde désillusion. Elle resta là un temps qui lui sembla interminable, observant la scène à travers une fente dans le lourd rideau. Antoine, désormais sans elle à ses côtés, semblait plus à l'aise, plus radieux, entouré d'assistants et de personnalités importantes, avec Patricia toujours à quelques pas, souriant et gesticulant avec une aisance que Léa n'avait jamais possédée. La scène fut un coup de poing dans l'estomac, la confirmation que sa place dans ce monde devenait obsolète. La décision de partir fut impulsive, un cri de détresse de son âme blessée. Sans dire au revoir à personne, elle se glissa hors du salon, ignorant les quelques regards curieux qui la croisèrent. Le chauffeur officiel, habitué à la ramener chez elle après les événements, attendait patiemment. Dans la voiture, le silence était assourdissant, seulement brisé par le son de la pluie fine qui commençait à tomber, lavant les rues de la ville, mais pas la tache sur son cœur. En arrivant chez elle, le manoir qui avait un jour été le foyer de ses rêves, semblait maintenant un mausolée froid et impersonnel. Léa monta les escaliers sans allumer les lumières, guidée seulement par la mémoire et l'obscurité qui l'enveloppait. Dans la chambre, elle retira la robe qui semblait l'étouffer, la jetant dans un coin comme un fardeau.
Elle se regarda dans le miroir, et ce qu'elle vit n'était pas la femme qu'Antoine avait aimée, ni l'architecte talentueuse qu'elle avait été un jour. Elle ne vit qu'une ombre, les yeux gonflés et le visage marqué par la douleur. Ce corps, qui avait été la cible de tant de commentaires, semblait maintenant une enveloppe vide, sans but. La nuit fut longue et sans sommeil, remplie d'un tourbillon de pensées et du sentiment accablant d'abandon. Elle se sentait comme une pièce de musée, admirée pour son histoire, mais oubliée dans sa pertinence présente. Les jours qui suivirent furent un flou d'isolement auto-imposé. Léa s'enferma dans son bureau à la maison, feignant d'être plongée dans des projets d'architecture qui ne se concrétisaient jamais. Elle évitait les appels téléphoniques, les messages, les quelques tentatives de contact d'Antoine, qui semblaient plus protocolaires que sincères. Lui, de son côté, semblait absorbé par les exigences de la mairie, et son absence aux événements publics était justifiée par des problèmes de santé ou des engagements urgents, des excuses qu'elle savait n'être qu'une façade pour la vérité inconfortable. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, était maintenant un sanctuaire de silence, où Léa errait comme un fantôme. La solitude était sa seule compagne, et elle l'embrassait, car elle semblait moins douloureuse que la compagnie de celui qui l'avait blessée. Chaque jour, la distance entre Léa et Antoine augmentait, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Les rares interactions étaient froides, formelles, dépourvues de toute chaleur ou intimité. Il parlait de la mairie, de ses plans, des difficultés qu'il rencontrait, mais il ne lui demandait jamais rien sur elle, sur ses sentiments, sur le vide qui la consumait. Léa, de son côté, n'avait plus la force de faire semblant, de se battre pour une attention qui semblait perdue. Elle se sentait invisible, une figure décorative dont la fonction avait expiré. La douleur du rejet était un lardeau lourd, qui l'empêchait d'avancer, de trouver un nouveau but. Elle s'accrochait au souvenir de l'Antoine d'avant, l'homme qui l'aimait inconditionnellement, mais cette image s'estompait chaque jour, remplacée par la figure distante et indifférente qu'il était devenu. La vie de Léa se résumait à une routine monotone. Se lever, essayer de travailler, manger seule, et passer des nuits blanches, revivant chaque moment de douleur et d'humiliation. Elle cessa de prendre soin d'elle, de se préparer, de se soucier de l'image qu'elle reflétait dans le miroir. Son corps, autrefois source d'insécurité, était maintenant le reflet de son état d'esprit, fatigué, négligé, oublié. La tristesse s'installa dans chaque cellule de son être, la transformant en une version méconnaissable d'elle-même. L'espoir, autrefois une flamme vibrante, n'était plus qu'une braise mourante, menaçant de s'éteindre à tout moment. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette prison de douleur et d'isolement, mais la force de réagir semblait s'être complètement évanouie. L'inertie était une étreinte dangereuse, qui la tirait de plus en plus vers le fond du gouffre. Le manoir, autrefois un refuge, devint une prison dorée pour Léa. Après la nuit du gala, la présence d'Antoine à la maison était encore plus sporadique, et quand il était là, l'atmosphère était d'une froideur coupante. Les excuses pour son absence aux événements publics devinrent plus élaborées, mais Léa savait que ce n'était que des écrans de fumée pour la vérité qui se dessinait. Elle s'isola encore plus, cherchant refuge dans les pièces les plus éloignées de la maison, où le silence était son seul confident. Les employés, discrètes et loyales, percevaient le changement, mais maintenaient une distance respectueuse, consciente de la tension qui planait dans l'air. Léa passait des heures dans son ancien bureau, ne dessinant plus de projet, mais regardant simplement le vide, essayant de traiter l'avalanche de sentiments qui la consumaient. La douleur de l'humiliation publique et l'indifférence d'Antoine s'étaient transformées en une blessure ouverte, qui palpitait à chaque battement de son cœur. Un après-midi pluvieux, alors qu'Antoine était à l'une de ses interminables réunions à la mairie, Léa décida d'organiser de vieux documents qui se trouvaient dans une boîte oubliée au fond d'une armoire. C'étaient des papiers de l'époque où l'entreprise de construction débutait, des souvenirs d'un temps où ils formaient une équipe inséparable. Entre contrats et ébauches de projets, elle trouva un dossier au nom de Patricia. La curiosité, mêlée à une pointe d'appréhension, la poussa à l'ouvrir. Ce n'étaient pas des documents de travail, mais des photographies. Des photos d'Antoine et Patricia dans des situations intimes, souriants, enlacés, lors de dîners qui n'étaient pas officiels, lors de voyages qu'il avait justifiés comme professionnels. Il y avait une séquence d'images d'un voyage à Saint-Malo, un endroit qu'Antoine avait dit qu'il visiterait seul pour inspecter un nouveau terrain. Le sourire de Patricia, si familier et si dissimulé,
semblait maintenant se moquer d'elle directement depuis les photos. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Léa. L'air lui manqua dans les poumons. Ce n'était pas seulement un soupçon, ce n'était pas seulement les regards et les murmures. C'était la preuve irréfutable de la trahison. Les photos étaient claires, indéniables, et la douleur qui l'envahit dépassait de loin l'humiliation. C'était la douleur de la rupture de confiance, du mensonge éhonté, de la destruction de tout ce qu'elle croyait avoir construit. L'amour, le partenariat, les rêves partagés, tout se brisa en 1000 morceaux sous ses yeux. Elle sentit un frisson parcourir son échine, un froid qui ne venait pas de la climatisation, mais de l'âme. Cet homme, qu'elle avait tant aimé, qu'elle avait soutenu à chaque étape de son ascension, était un étranger, un menteur, un traître. La colère commença à bouillonner, mêlée à la tristesse, à une sensation de nausée qui la fit chanceler. Léa s'assit sur le sol froid du bureau, les photos éparpillées autour d'elle comme des éclats de verre. Chaque image était un coup de couteau, chaque sourire d'Antoine et Patricia, un poignard dans son cœur. Elle se rappela les commentaires subtils d'Antoine sur son apparence, les fois où il la laissait seule lors d'événements, les excuses boiteuses pour ses absences. Tout s'emboîtait maintenant, formant une mosaïque cruelle de tromperie et de mépris. L'ingénuité de Léa, sa foi inébranlable en l'amour d'Antoine, semblait maintenant une mauvaise blague. Elle avait été aveugle, ou peut-être avait-elle choisi de l'être, par peur d'affronter la vérité. Ce moment marqua la fin d'une ère, le point de non-retour dans sa vie. La femme qui croyait aux contes de fées et aux promesses éternelles mourut là, sur ce sol froid, sous le poids de la trahison. La décision de confronter Antoine ne fut pas immédiate. D'abord, vint le choc, le déni, la tentative désespérée de trouver une explication, une justification à ce qu'elle voyait. Mais il n'y en avait pas. Les images étaient trop explicites, la complicité entre eux, trop évidente. Léa passa le reste de l'après-midi dans un état de torpeur, les photos dans ses mains, le cœur en lambeaux. Elle ne pleura pas. Les larmes semblaient s'être taries, remplacées par une colère froide et une détermination qu'elle ne savait pas posséder. La douleur était si intense qu'elle se transforma en une sorte d'anesthésie, lui permettant de penser avec une clarté effrayante. Elle avait besoin d'un plan, elle avait besoin de force, elle avait besoin d'une issue. Elle ne pouvait plus être la femme passive, l'ombre, la victime. Quand Antoine rentra à la maison, tard dans la nuit, Léa était déjà dans la chambre, allongée sur le lit, feignant de dormir. Elle entendit ses pas dans le couloir, le bruit de la clé, le silence qui suivit. Il entra dans la chambre, et elle sentit son regard sur elle un bref instant, avant qu'il ne se tourne vers la salle de bain. Léa sentit un frisson de répulsion. Comment pouvait-il agir avec autant de normalité, sachant ce qu'il avait fait? L'hypocrisie était un poison qui l'étouffait. Elle savait que la confrontation serait inévitable, mais elle devait choisir le bon moment, le bon endroit, pour que ses mots aient l'impact qu'ils méritaient. Ce n'était pas le moment pour une explosion émotionnelle, mais pour une stratégie froide et calculée. La douleur était toujours là, mais maintenant accompagnée d'une force nouvelle, une flamme qui commençait à brûler en elle. La nuit s'étira, et Léa ne put fermer l'œil. Elle revivait mentalement chaque détail des photos, chaque mensonge d'Antoine, chaque commentaire malveillant de Patricia. L'image de la femme du maire, qu'elle avait tant essayé de maintenir, semblait maintenant une cruelle plaisanterie. Elle se sentait utilisée, jetable, un échelon sur l'échelle de l'ambition d'Antoine. Pourtant, au milieu de toute cette douleur, une petite graine de résilience commença à germer. Elle ne serait plus la victime silencieuse. Elle ne laisserait pas Antoine et Patricia la détruire. C'était la fin d'une ère, mais aussi le début d'une nouvelle. Une ère de redécouverte, de force, d'un combat pour sa propre dignité. La décision était prise, elle affronterait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le matin après la découverte des photos se leva gris, reflétant l'état d'esprit de Léa. Elle descendit prendre le petit déjeuner avec un calme artificiel, un masque d'indifférence qui cachait la tempête en elle. Antoine était déjà à table, plongé dans sa tablette comme d'habitude. Il leva à peine les yeux en la voyant, marmonna un rapide bonjour, avant de se replonger dans ses affaires. Léa l'observa, chaque détail de son visage, cherchant l'homme qu'elle avait autrefois aimé, mais ne voyant qu'un étranger, un imposteur. La colère et la douleur se mêlaient dans un cocktail amer, mais elle se força à garder son sang-froid.
Ce n'était pas le moment d'une explosion. Elle avait besoin de clarté, de stratégie, d'une issue qui ne la rendrait pas encore plus vulnérable. En buvant son café, Léa commença à planifier ses prochaines étapes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre sous le même toit qu'Antoine, pas après tout ce qu'elle avait découvert. L'idée de le confronter immédiatement, de lui jeter les photos au visage, était tentante, mais elle savait que cela ne ferait que lui donner un avantage. Il était un maître de la manipulation, capable de détourner la faute, de faire de la victime le méchant. Léa avait besoin de preuves irréfutables, d'un plan de fuite qui garantirait sa sécurité et sa dignité. Elle décida qu'avant toute confrontation, elle devait organiser sa vie, ses documents, ses finances. L'indépendance, qui semblait autrefois un luxe, était désormais une nécessité urgente. Au cours de la journée, Léa agit avec une froideur calculée. Elle appela sa banque, prit rendez-vous avec sa conseillère pour le lendemain, sous prétexte de réorganiser des investissements. Ensuite, elle chercha discrètement des appartements à louer, quelque chose de petit, de discret, loin du manoir et du cercle social d'Antoine. Chaque clic sur le clavier était un pas vers la liberté, une petite victoire contre la douleur qui la consumait. Elle ressentait un étrange mélange de peur et d'excitation, comme si elle était sur le point de sauter d'une falaise, sans savoir ce qui l'attendait en bas, mais avec la certitude qu'elle ne pouvait plus rester là où elle était. L'inertie était brisée, et une nouvelle force, une détermination silencieuse, commençait à se manifester. En fin d'après-midi, Antoine rentra plus tôt que d'habitude. Il semblait agité, et Léa remarqua que quelque chose n'allait pas. Il l'appela dans le salon, d'un ton qu'elle ne reconnaissait pas. « Léa, il faut qu'on parle, » dit-il sans détour. Son cœur s'emballa, mais elle garda une expression neutre. Il commença à parler de la pression de la mairie, des difficultés financières que rencontrait l'entreprise de construction en raison de certains projets retardés, et de la nécessité de réduire les coûts. Léa écouta en silence, sentant un frisson parcourir son échine. Elle savait que la conversation ne portait pas sur les finances, mais sur elle. Antoine proposa alors, d'un ton qui se voulait doux mais qui sonnait froid et distant, qu'il serait mieux pour tous les deux qu'ils se séparent un temps. Il utilisa des mots comme espace, réflexion, pression de la vie publique. Léa sentit une boule dans la gorge. C'était le coup de grâce, la confirmation qu'il ne voulait plus d'elle, qu'elle était un obstacle dans sa nouvelle vie. Il ne mentionna pas Patricia, bien sûr, mais sa présence planait comme un fantôme dans l'air. Léa, cependant, ne montra aucune émotion. Elle le regarda simplement dans les yeux, avec une intensité qui le fit détourner le regard. « Je comprends, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme. « Si c'est ce que tu veux, Antoine, qu'il en soit ainsi. » La réaction de Léa surprit Antoine. Il s'attendait à des larmes, des supplications, une scène dramatique. Mais il ne trouva qu'une femme froide et déterminée. Il tenta de désamorcer la situation, lui proposa un appartement en centre-ville, une somme d'argent généreuse, lui assura qu'elle aurait tout le soutien nécessaire. Léa écouta tout en silence, ressentant un mélange de dégoût et de mépris. Il essayait de l'acheter, de la faire taire, de la jeter comme un objet. « Ne t'inquiète pas, Antoine, » répondit-elle avec un sourire amer. « Je me débrouillerai seule. Je n'ai pas besoin de ta charité. » La dignité de Léa, qu'il avait tenté de briser, était plus forte que jamais. Cette nuit-là, pendant qu'Antoine tentait de dormir dans la chambre d'amis, Léa fit une petite valise. Elle n'emporta que l'essentiel, quelques vêtements, ses documents les plus importants, un carnet de croquis et quelques vieilles photos de ses parents. Elle laissa les bijoux, les robes coûteuses, les cadeaux qu'il lui avait faits. Rien de tout cela n'avait de valeur pour elle maintenant. Ce qui comptait, c'était sa liberté, sa paix intérieure. Elle écrivit un court mot et le posa sur la table de chevet. « Ne m'attends pas. Je suis déjà partie. » La décision était prise, et il n'y avait plus de retour en arrière. La douleur était toujours là, mais maintenant accompagnée d'un sentiment de soulagement, d'un poids qui avait été retiré de ses épaules. Léa quitta le manoir à l'aube, n'emportant qu'une petite valise et la dignité qu'Antoine avait tenté de lui voler. L'air froid de la nuit semblait purifier ses poumons, la remplissant d'un sentiment doux amer de liberté et d'incertitude. Elle prit un taxi pour un hôtel simple du centre-ville, un lieu anonyme où elle pourrait se cacher du monde et surtout d'elle-même pendant quelques jours. La chambre était petite,
mais propre, un contraste frappant avec le luxe étouffant qu'elle avait laissé derrière elle. Cette première nuit, elle ne put dormir. Les pensées de Léa étaient un tourbillon, revivant chaque humiliation, chaque mensonge, chaque moment d'indifférence. La douleur était toujours aiguë, mais maintenant accompagnée d'une détermination de fer, elle ne serait plus la victime. Les premiers jours furent marqués par une pure introspection. Léa éteignit son téléphone portable, coupant tout pont avec le passé. Elle savait qu'Antoine essaierait de la contacter, peut-être par souci de son image publique, peut-être par un reste de culpabilité, mais elle n'était pas prête à entendre ses excuses creuses. Elle passa des heures à marcher dans les rues animées de la ville, observant les gens, les magasins, les bâtiments, à la recherche d'inspiration et d'un sentiment d'appartenance qu'elle avait perdu. L'architecture, sa passion oubliée, commença à rallumer une petite flamme en elle. Elle visita des galeries d'art, des musées, des parcs, essayant de se reconnecter avec la femme créative et rêveuse qu'elle avait été un jour. Chaque pas était un rappel que la vie continuait, même si la sienne semblait s'être arrêtée. La rencontre avec la conseillère bancaire fut une étape cruciale. Léa expliqua, d'une voix ferme et contrôlée, sa décision de se séparer d'Antoine et de chercher son indépendance financière. La conseillère, une femme expérimentée et discrète, l'écouta attentivement et lui offrit tout le soutien nécessaire. Léa découvrit que, bien qu'Antoine ait le contrôle de la majeure partie de leurs biens, elle possédait un compte joint avec une somme considérable, provenant de ses années de travail dans l'entreprise de construction et de quelques économies personnelles. C'était suffisant pour recommencer, avoir un toit et de quoi manger, mais pas pour maintenir le style de vie qu'Antoine lui avait imposé. La réalité de sa nouvelle situation financière fut un choc, mais aussi un catalyseur pour sa détermination. Elle devait travailler, elle devait reconstruire sa carrière, sa vie. Léa décida de louer un petit appartement dans un quartier plus éloigné, un endroit simple mais confortable, où elle pourrait avoir sa propre intimité et recommencer à zéro. Le déménagement fut solitaire, mais libérateur. Elle acheta quelques meubles de base, décora l'espace avec des objets qui lui donnaient un sentiment de foyer, créant un sanctuaire de paix et de nouveaux départs. Chaque nouvel objet, chaque tableau au mur, était un symbole de son autonomie retrouvée. Elle se sentait comme une graine qui, arrachée d'un sol stérile, était plantée dans un nouveau terrain, prête à refleurir. La douleur de la perte était toujours là, mais maintenant accompagnée d'un espoir renouvelé, d'une force qu'elle ne savait pas posséder. La recherche d'emploi fut un défi. Malgré son CV impeccable et sa vaste expérience en tant qu'architecte, le nom d'Antoine planait toujours comme une ombre sur elle. De nombreux bureaux la voyaient comme la femme du maire, et non comme la professionnelle talentueuse qu'elle était. Certains refusaient de l'embaucher, craignant des représailles politiques, d'autres la voyaient comme une menace. Léa se heurta à des portes closes et à des regards méfiants, mais elle n'abandonna pas. Elle savait qu'elle devait prouver sa valeur, non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. Elle commença à travailler en freelance, acceptant de petits projets d'architecture d'intérieur, de rénovation résidentielle et de consultation. Chaque travail, aussi petit soit-il, était une victoire, un pas vers son indépendance. Au milieu de cette nouvelle routine, Léa commença à prendre soin d'elle-même. Elle recommença à faire de l'exercice, à manger sainement, à prendre du temps pour elle. Le miroir, autrefois un ennemi, était maintenant un allié, reflétant une femme qui, bien qu'encore blessée, se reconstruisait. Elle découvrit la joie de cuisiner pour elle-même, expérimentant de nouvelles recettes et savourant des repas sains et savoureux. Chaque jour, elle se sentait plus forte, plus énergique, plus connectée à elle-même. La solitude, qui l'étouffait autrefois, était maintenant un espace de découverte de soi et de croissance, où elle pouvait réfléchir, planifier et rêver sans pression extérieure. Elle apprit à aimer sa propre compagnie, à trouver de la joie dans les petites choses de la vie. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un projet pour un petit café, Léa rencontra Eric, le propriétaire. C'était un homme gentil avec un regard accueillant et un sourire sincère. Eric, qui avait également traversé une séparation douloureuse, remarqua la tristesse dans les yeux de Léa, mais aussi la force qu'elle dégageait. Ils commencèrent à parler d'architecture, de la vie, des défis d'un nouveau départ. Eric devint un ami, un confident, quelqu'un qui l'écoutait sans jugement et l'encourageait à continuer. L'amitié avec Eric fut un baume pour l'âme de Léa, un rappel qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde,
capable d'offrir soutien et affection sans arrière-pensée. Cette rencontre inattendue et simple marqua le début d'une nouvelle phase de sa vie, une phase de guérison et de redécouverte. L'amitié avec Eric devint un pilier fondamental dans la reconstruction de la vie de Léa. Non seulement il l'écoutait attentivement, mais il l'encourageait également à explorer de nouvelles facettes de sa passion pour l'architecture. Eric, avec son café charmant et accueillant, offrit à Léa l'opportunité de concevoir une petite extension de l'espace, une annexe destinée à des événements culturels et des ateliers. Ce fut un projet stimulant, qui ralluma cependant la flamme créative en Léa, lui permettant de se plonger corps et âme dans quelque chose qu'elle aimait, loin des ombres du passé. Elle passait des heures au café, dessinant, recherchant des matériaux, discutant d'idées avec Eric, se sentant à nouveau utile et valorisée. À chaque trait sur le papier, à chaque choix de couleur, Léa sentait qu'une partie d'elle-même était restaurée. Petit à petit, Léa commença à élargir son réseau professionnel. Grâce à Eric, elle rencontra d'autres petits entrepreneurs et artistes locaux qui avaient besoin de projets de design abordables et créatifs. Elle accepta chaque défi avec enthousiasme, se consacrant à chaque travail avec la même passion qu'elle avait au début de sa carrière. Ses projets furent loués pour leur originalité et leur fonctionnalité, et son nom commença à circuler, non pas comme la femme du maire, mais comme Léa, l'architecte. Cette nouvelle identité, qu'elle avait construite par ses propres efforts et son talent, fut un baume pour son âme blessée. Elle avait le sentiment de construire enfin quelque chose qui lui appartenait vraiment, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. La transformation de Léa ne fut pas seulement professionnelle. Elle poursuivit sa routine de soins personnels, qui comprenait des promenades matinales au parc et des cours de yoga. Le corps, autrefois un fardeau, était désormais un temple qu'elle entretenait avec affection et respect. Elle découvrit la joie de cuisiner pour elle-même, expérimentant de nouvelles recettes et savourant des repas sains et savoureux. Chaque jour, elle se sentait plus forte, plus énergique, plus connectée à elle-même. La solitude, qui l'étouffait autrefois, était désormais un espace de paix et de connaissance de soi, où elle pouvait réfléchir, planifier et rêver sans pression extérieure. Elle apprit à aimer sa propre compagnie, à trouver de la joie dans la simplicité de la vie. Pendant ce temps, la vie d'Antoine continuait d'être exposée dans les nouvelles locales. Les journaux et les portails d'information regorgeaient de reportages sur les problèmes à la mairie, les retards dans les projets de construction publique et les critiques croissantes à l'égard de son administration. Léa lisait les nouvelles avec un mélange de distance et une pointe de tristesse pour ce qu'ils avaient été autrefois. Elle ne ressentait plus de colère, seulement une profonde déception. Les photos d'Antoine et Patricia qu'elle avait trouvées étaient un rappel constant du vrai visage de son ex-mari, et avec chaque nouvelle négative à son sujet, la décision de se retirer semblait plus juste. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix pour sa propre santé mentale et son bien-être. Un jour, alors que Léa était au café d'Éric, une femme s'approcha d'elle. C'était Julie, une ancienne camarade d'université que Léa n'avait pas vue depuis des années. Julie, devenue une avocate à succès, reconnut Léa et s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. Elles parlèrent pendant des heures, se remémorant leurs années d'études et partageant leurs expériences de vie. Julie, en apprenant la situation de Léa, lui offrit un soutien juridique et émotionnel, lui assurant qu'elle ne serait pas seule si elle avait besoin d'aide pour officialiser le divorce et protéger ses droits. Ces retrouvailles inattendues furent un autre signe que la vie commençait à sourire à Léa, lui apportant des personnes qui se souciaient vraiment d'elle. La présence de Julie dans sa vie apporta à Léa une nouvelle perspective. Julie l'encouragea à ne pas avoir peur de réclamer ce qui lui revenait de droit, à ne pas se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Elle l'aida à organiser les documents nécessaires au divorce, à comprendre ses droits et à se préparer à ce qui allait arriver. Léa, qui s'était auparavant sentie intimidée par l'idée de faire face à Antoine devant les tribunaux, se sentait désormais plus confiante, sachant qu'elle avait le soutien d'une amie loyale et d'une avocate compétente. L'idée d'une confrontation juridique, qui semblait auparavant effrayante, était désormais perçue comme une étape nécessaire pour clore un chapitre douloureux et ouvrir la voie à un avenir de paix et de justice. Chaque jour, Léa sentait l'armure qu'elle avait construite autour de son cœur se renforcer. Elle n'était plus la femme fragile et incertaine qui avait quitté le manoir. Elle était une femme résiliente, déterminée, qui avait retrouvé sa voie et son sens. La douleur de l'humiliation et de la trahison était toujours une cicatrice, mais elle ne la définissait plus. Elle était prête à affronter ce qui allait arriver,
à se battre pour son bonheur et à construire une vie qui lui appartenait vraiment, libre des ombres du passé et des attentes des autres. L'avenir, autrefois incertain, semblait désormais plein de possibilités, un horizon vaste et prometteur qu'elle était impatiente d'explorer. La vie de Léa, autrefois un tourbillon de douleur et d'incertitude, commença à se stabiliser dans une routine de sens et de découverte de soi. Le projet d'extension du Café d'Éric devint un jalon dans sa nouvelle phase. Elle s'y consacra avec dévouement, transformant l'espace en un environnement qui reflétait son propre parcours, accueillant, fonctionnel et plein de lumière. À chaque mur érigé, à chaque couleur choisie, Léa sentait qu'elle construisait non seulement un lieu physique, mais aussi un nouveau fondement pour sa propre vie. L'inauguration de l'annexe fut un succès, et les compliments qu'elle reçut d'Éric et des clients furent un baume pour son âme, une reconnaissance de son talent qui allait bien au-delà de tout titre ou statut social. L'amitié avec Julie, l'avocate, s'approfondit. Elles se rencontraient régulièrement, non seulement pour discuter des formalités du divorce, mais pour échanger des expériences et renforcer les liens d'une véritable amitié. Julie, avec sa perspicacité et sa vision pratique, aida Léa à comprendre la complexité du processus juridique et à se préparer aux défis à venir. Elle expliqua qu'Antoine, avec son influence et son pouvoir, essaierait de rendre les choses difficiles, mais assura que Léa avait des droits et qu'elle se battrait pour eux. À chaque conversation, Léa se sentait plus forte, plus consciente de sa force et de sa capacité à surmonter toute adversité. Pendant que Léa se reconstruisait, l'image publique d'Antoine continuait de se dégrader. Les scandales à la mairie devinrent plus fréquents, et les enquêtes pour détournement de fonds et corruption commencèrent à prendre de l'ampleur dans les médias. Patricia, sa chef de cabinet et maîtresse, était également la cible d'enquêtes, et son nom apparaissait dans divers rapports, liés à des contrats frauduleux et à des faveurs. Léa lisait les nouvelles avec une distance émotionnelle, sans éprouver de joie pour le malheur des autres, mais avec la certitude que la justice suivait son cours d'une manière ou d'une autre. Elle réalisa que le château de cartes qu'Antoine avait construit s'effondrait et que son ambition démesurée exigeait un prix élevé. Malgré toutes les turbulences extérieures, Léa continua de se concentrer sur sa propre croissance. Elle s'inscrivit à des cours de spécialisation en architecture durable, cherchant à améliorer ses compétences et à rester à jour avec les nouvelles tendances du marché. Son travail en freelance prospérait, et elle commença à recevoir des offres pour des projets plus importants et plus exigeants. Avec chaque nouveau client, avec chaque projet achevé, la confiance en soi de Léa grandissait, lui prouvant qu'elle était capable de construire une carrière réussie par ses propres moyens, sans dépendre de personne. L'indépendance financière, autrefois un rêve lointain, devint une réalité tangible. Un jour, alors que Léa était dans son appartement, elle reçut un appel de sa mère, Madame Dubois. La voix de sa mère était différente, non plus sur le ton critique d'autrefois, mais avec une sincère inquiétude. Elle avait lu les nouvelles sur Antoine et Patricia, et était choquée par la situation. Madame Dubois exprima ses regrets de ne pas avoir remarqué la souffrance de Léa plus tôt et de s'être tant souciée des apparences. Elle demanda pardon et offrit son soutien inconditionnel. L'appel fut un moment de guérison pour Léa, des retrouvailles avec ses racines et l'amour de sa famille. Elle réalisa que, malgré tous ses défauts, sa mère l'aimait et était là pour elle. La conversation avec Madame Dubois apporta à Léa un nouveau soulagement. Elle sentit qu'une partie de son passé était guérie, que les vieilles blessures commençaient à cicatriser. L'acceptation de sa mère, qui semblait auparavant si lointaine, était désormais une réalité. Léa réalisa que la vraie force ne venait pas de l'approbation des autres, mais de l'acceptation de soi. Elle était prête à pardonner, non seulement à sa mère, mais aussi à elle-même, d'avoir été si vulnérable et d'avoir ignoré les signes avant-coureurs. Ce moment marqua le début d'une nouvelle phase de son processus de guérison, une phase de pardon et de libération. Avec le soutien de Julie, Léa et son avocate commencèrent à préparer les documents de divorce. Julie conseilla à Léa de ne pas sous-estimer Antoine, qu'il ferait tout pour protéger son image et ses biens. Elles rassemblèrent toutes les preuves de la trahison, y compris les photos, et documentèrent chaque étape de la négligence et de l'abandon d'Antoine. Léa était déterminée à se battre pour ses droits, non par vengeance, mais par justice. Elle voulait s'assurer qu'Antoine ne resterait pas impuni pour ses actes et qu'elle pourrait recommencer sa vie avec dignité et sécurité. La bataille juridique serait longue et ardue, mais Léa était prête à l'affronter la tête haute et le cœur fort. La détermination de Léa se renforçait de jour en jour.
Le soutien de Julie était inestimable, non seulement en tant qu'avocate, mais aussi en tant qu'amie qui l'aidait à reconnaître sa propre force. Elle se rencontrait dans le bureau de Julie, un espace moderne et élégant qui inspirait confiance et professionnalisme. Sur la table, des piles de documents, des relevés bancaires et les photos que Léa avait trouvées, désormais organisées et cataloguées comme des preuves irréfutables. Julie expliqua les prochaines étapes, la notification formelle de divorce, la demande de partage des biens et la demande de pension alimentaire qui garantirait à Léa un niveau de vie adéquat, compte tenu des années de dévouement à la carrière et à l'image d'Antoine. Léa écouta tout avec un calme surprenant, sentant qu'elle reprenait enfin les rênes de sa propre vie. La nouvelle de la demande de divorce de Léa frappa Antoine comme un coup de tonnerre. Il ne s'attendait pas à une réaction aussi ferme et organisée de sa part. Sa première réaction fut l'incrédulité, suivie d'une colère contenue. Il tenta d'appeler Léa, mais son numéro était bloqué. Il envoya des messages, des emails, mais ne reçut aucune réponse. L'absence de Léa aux événements publics suscitait déjà des rumeurs dans les médias, et maintenant le divorce imminent menaçait de révéler encore plus sa vie privée, et par conséquent, son image politique, déjà affaiblie par les scandales de corruption. Antoine, habitué à tout contrôler, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il savait que Léa détenait des informations qui pourraient être dévastatrices pour sa carrière. Antoine chargea alors ses propres avocats de passer à la contre-attaque. Il affirma que Léa agissait par vengeance, qu'elle était une femme émotionnellement instable et que ses demandes financières étaient excessives. Il tenta de discréditer les preuves de la trahison, affirmant que les photos étaient des montages ou que Patricia n'était qu'une amie proche qui le soutenait dans un moment de faiblesse. La stratégie d'Antoine était claire, discréditer Léa, la faire passer pour la méchante de l'histoire, afin de protéger sa propre réputation. Mais Julie était préparée à chaque mouvement, anticipant les tactiques d'Antoine et renforçant la défense de Léa avec chaque nouvelle preuve. Les médias, toujours avides de scandales, commencèrent à spéculer sur le divorce du maire. Les journaux publièrent des titres sur la crise conjugale du maire Antoine et la mystérieuse absence de Léa. Bien que le nom de Patricia ne soit pas encore publiquement lié au divorce, les rumeurs commencèrent à circuler dans les coulisses de la politique. Léa, quant à elle, resta discrète, se concentrant sur son travail et sa guérison. Elle évita les interviews, refusa les invitations à commenter le sujet, et laissa Julie parler en son nom, toujours avec professionnalisme et éthique. Cette attitude de discrétion et de dignité, contrastant avec l'agitation d'Antoine, commença à générer de la sympathie pour Léa dans l'opinion publique. Au milieu des turbulences juridiques, la carrière de Léa continua de prospérer. Le succès du projet de Café d'Éric ouvrit des portes à de nouveaux clients, y compris un grand projet de revitalisation d'une place publique dans le centre-ville. Ce fut un défi énorme, mais Léa l'accepta avec enthousiasme, y voyant l'opportunité de laisser sa marque sur la ville de manière positive et durable. Elle forma une petite équipe de jeunes architectes talentueux, partageant son expérience et sa passion pour la profession. Le travail devint sa thérapie, sa façon de canaliser la douleur et la colère en quelque chose de productif et de significatif. La première audience de conciliation fut un moment de grande tension. Léa et Antoine se rencontrèrent pour la première fois depuis son départ du manoir. Antoine tenta de garder une attitude supérieure, avec un sourire forcé et un regard de mépris. Patricia était présente, assise à côté des avocats d'Antoine, avec une expression provocante. Léa, cependant, ne se laissa pas intimider. Elle entra dans la pièce la tête haute, vêtue d'un tailleur pantalon élégant et discret, avec une attitude qui dégageait confiance et sérénité. Ses yeux, autrefois pleins de douleur, brillaient désormais d'une détermination inébranlable. Pendant l'audience, Antoine tenta de minimiser sa responsabilité, accusant Léa du manque de soutien et de la négligence dans leur mariage. Il tenta de brosser le portrait d'une épouse désintéressée et jalouse. Mais Julie, avec son argumentation impeccable, présenta les preuves de la trahison et de l'abandon, réfutant chacune des accusations d'Antoine. Les photos furent montrées, et le silence dans la pièce fut assourdissant. Antoine pâlit, et Patricia détourna le regard, visiblement mal à l'aise. La vérité, qu'il avait tenté de cacher si longtemps, était impitoyablement révélée. Léa ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. C'était la fin d'une illusion,
mais aussi le début de sa libération. La première audience de conciliation avait été un tournant. Antoine, ébranlé par la révélation des photos et l'attitude inébranlable de Léa, intensifia sa campagne de diffamation en coulisses. Il utilisa son influence pour faire publier de fausses nouvelles dans de petits médias, insinuant que Léa était une femme intéressée, qui tentait de l'extorquer et que sa demande de divorce était une manœuvre politique pour déstabiliser son administration. Cependant, la stratégie d'Antoine commença à avoir un effet inverse. La discrétion de Léa et le sérieux de Julie dans leurs déclarations publiques contrastaient fortement avec l'agressivité d'Antoine, générant une vague de méfiance envers le maire. Julie, avec son expérience et sa perspicacité, perçut la tentative d'Antoine de manipuler l'opinion publique. Elle conseilla à Léa de rester calme et de ne pas réagir aux provocations. Au lieu de cela, Julie prépara une stratégie juridique encore plus percutante. Elle savait que la vérité, lorsqu'elle serait révélée au bon moment, aurait un impact beaucoup plus important. L'équipe de Julie commença à enquêter en profondeur sur les finances de la mairie et de l'entreprise de construction d'Antoine, cherchant des liens entre les détournements de fonds et les contrats frauduleux dans lesquels Patricia était impliquée. À chaque nouvelle découverte, la toile de corruption et de tromperie devenait plus complexe, et la position d'Antoine, plus intenable. Alors que la bataille juridique s'intensifiait, Léa se plongea encore plus dans son travail. Le projet de revitalisation de la place publique devint un symbole de sa résilience. Elle passait des heures sur le chantier, supervisant chaque détail, discutant avec les ouvriers, s'assurant que le projet serait exécuté à la perfection. La place, autrefois un espace abandonné, se transformait en une oasis verte, avec des jardins, des bancs et une aire de jeu pour enfants. La communauté locale, qui voyait autrefois Léa comme la femme du maire, la reconnaissait désormais comme l'architecte talentueuse et dévouée qui transformait son quartier. La reconnaissance sincère des gens était un baume pour son âme, un rappel que sa valeur ne dépendait pas d'Antoine. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un grand journal de la capitale, connu pour son indépendance et ses enquêtes approfondies, publia un article de première page sur les scandales à la mairie et le lien de Patricia avec les détournements de fonds. Le reportage, basé sur des documents divulgués et des témoignages anonymes, exposait le réseau de corruption qu'Antoine et Patricia avaient construit. Bien que le divorce d'Antoine ne soit pas le principal sujet, l'article mentionnait la mystérieuse absence de la première dame et insinuait que la crise conjugale était liée aux problèmes de l'administration. La ville fut prise par surprise, et la pression sur Antoine augmenta de manière exponentielle. Antoine, acculé par les médias et les enquêtes, tenta une dernière carte désespérée. Il convoqua une conférence de presse, au cours de laquelle il tenta de démentir les accusations, blâmant ses opposants politiques et les médias sensationnalistes. Cependant, sa voix tremblait, et ses yeux se détournaient constamment des caméras. Patricia, à ses côtés, semblait pâle et visiblement mal à l'aise. La conférence, qui aurait dû être un acte de défense, se transforma en un spectacle de fragilité et de désespoir, minant encore davantage la crédibilité du maire. L'opinion publique, auparavant divisée, commença à se retourner contre lui. Léa regarda la conférence de presse à la télévision, dans son petit appartement, aux côtés de Julie. Elle ressentit un mélange de pitié et de satisfaction. Pitié pour l'homme qu'Antoine était devenu, et satisfaction de voir la vérité éclater. Julie, avec un sourire discret, dit à Léa que c'était le moment idéal pour agir. La défense d'Antoine était fragilisée, et l'opinion publique était prête à entendre la version de Léa. Elles décidèrent qu'il était temps de présenter les preuves de la trahison et de l'abandon d'Antoine de manière officielle, non seulement devant les tribunaux, mais aussi aux médias, de manière contrôlée et digne. La décision d'exposer la vérité publiquement ne fut pas facile pour Léa. Elle avait toujours privilégié sa vie privée et détestait le cirque médiatique. Cependant, Julie la convainquit que c'était le seul moyen de protéger sa réputation et de s'assurer qu'Antoine ne pourrait plus la manipuler. Elles préparèrent un communiqué de presse, détaillant les faits du divorce, les preuves de la trahison et l'abandon d'Antoine, toujours sur un ton respectueux, mais ferme. L'idée n'était pas de chercher vengeance, mais justice et vérité. Léa savait que ce serait une étape douloureuse, mais nécessaire pour clore définitivement le chapitre Antoine dans sa vie et avancer la tête haute. La décision de Léa d'exposer la vérité publiquement, bien que douloureuse, s'avéra être un coup stratégique. Le communiqué de presse,
rédigé avec la précision chirurgicale de Julie, fut diffusé à un moment de fragilité maximale pour Antoine. L'article du Grand Journal, qui avait déjà révélé la corruption à la mairie, prépara le terrain pour l'avalanche à venir. Le texte de Léa, qui ne cherchait pas vengeance, mais justice et la restauration de sa dignité, détaillait les années de dévouement aux côtés d'Antoine, le sacrifice de sa propre carrière, l'humiliation publique, et finalement, la découverte de la trahison avec Patricia, le tout corroboré par des preuves irréfutables. La nouvelle explosa dans les médias comme une bombe, dominant les journaux télévisés et les réseaux sociaux. La réaction du public fut immédiate et écrasante. L'histoire de Léa, la femme discrète et dévouée qui avait été trahie et humiliée par son mari ambitieux, toucha profondément le cœur des gens. Des messages de soutien inondèrent ses réseaux sociaux, et le #hashtag Force Léa devint l'un des sujets les plus commentés. L'image d'Antoine, déjà ternie par les scandales de corruption, s'effondra complètement. Il fut dépeint comme un politicien hypocrite et un mari infidèle, un homme qui avait utilisé et jeté la femme qu'il avait aidé à construire son empire. Patricia, quant à elle, fut la cible d'un torrent de critiques et d'accusations, étant associée non seulement à la trahison, mais aussi au stratagème de corruption à la mairie. Antoine, acculé de toutes parts, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il convoqua une nouvelle conférence de presse, cette fois avec Patricia à ses côtés, pour tenter de démentir les accusations de Léa et de se défendre des dénonciations de corruption. Cependant, la conférence fut un désastre. Antoine, visiblement ébranlé et sans crédibilité, bégayait et se contredisait, tandis que Patricia, le visage pâle et les yeux larmoyants, parvenait à peine à soutenir le regard des caméras. La tentative d'Antoine de se victimiser et de disqualifier Léa ne fit qu'intensifier la révolte de l'opinion publique. L'inversion de l'humiliation était complète. La femme qu'il avait tenté de faire taire et de rejeter était désormais la voix de la vérité, et lui, le méchant démasqué. Au milieu de tout le chaos médiatique, Léa garda sa sérénité. Elle refusa toutes les invitations à des interviews, préférant s'exprimer uniquement par l'intermédiaire de Julie, qui devint sa porte-parole officielle. L'avocate, avec sa posture ferme et ses déclarations concises, renforçait l'image d'une Léa digne et en quête de justice, non de spectacle. Cette stratégie de discrétion et de contrôle du récit fut cruciale pour maintenir la sympathie du public et pour délégitimer les tentatives d'Antoine de déformer la vérité. Léa savait que la véritable bataille était encore à venir devant les tribunaux, mais la victoire dans l'opinion publique était déjà un pas de géant vers sa rédemption. La pression sur Antoine devint insoutenable. Outre la crise politique et personnelle, les enquêtes sur la corruption avançaient rapidement, avec de nouvelles preuves apparaissant chaque jour. Ses alliés politiques commencèrent à s'éloigner, craignant d'être entraînés dans le scandale. L'entreprise de construction d'Antoine, autrefois un symbole de succès, faisait désormais face à de sérieux problèmes financiers et de réputation, avec des contrats annulés et des investisseurs retirant leur soutien. La vie qu'il avait construite sur des mensonges et une ambition démesurée s'effondrait sous ses yeux, et il n'avait plus nulle part où fuir. Le tournant émotionnel pour Léa fut profond. La douleur de la trahison et de l'humiliation n'avait pas complètement disparu, mais elle était maintenant accompagnée d'un sentiment de justice et d'un pouvoir nouvellement découvert. Elle n'était plus la femme invisible, l'ombre d'Antoine. Elle était Léa, l'architecte talentueuse, la femme forte et résiliente qui avait affronté l'adversité et en était ressortie plus forte. La reconnaissance tardive de sa force et de sa vérité, non seulement du public, mais d'elle-même, était la plus grande récompense. Elle sentait qu'elle avait retrouvé sa voix, son identité, sa dignité. Le retour symbolique de Léa à la vie publique, non pas comme femme du maire, mais comme une professionnelle respectée et une femme inspirante, fut marqué par l'inauguration de la place qu'elle avait revitalisée. L'événement, simple et émouvant, fut honoré par la présence de la communauté locale, d'Éric, de Julie et de sa mère, Madame Dubois, qui l'embrassa les larmes aux yeux. Léa, avec un sourire sincère, coupa le ruban, sentant la chaleur de la reconnaissance et de l'affection des gens. Ce moment, si différent du gala qui avait marqué son humiliation, était la preuve qu'elle s'était relevée, qu'elle avait transformé la douleur en force, et que son avenir lui appartenait, à elle de le construire. L'inauguration de la place revitalisée par Léa fut un événement d'une grande signification, non seulement pour la communauté, mais aussi pour elle-même. La reconnaissance sincère et l'affection des gens furent un baume pour son âme, un contraste frappant avec la froideur et l'humiliation qu'elle avait vécue aux côtés d'Antoine.
Pendant que Léa célébrait sa victoire personnelle et professionnelle, l'étau se resserrait autour d'Antoine. Les dénonciations de corruption s'accumulèrent, les preuves de la trahison devinrent indéniables, et la pression des médias et de l'opinion publique était écrasante. Le parquet ouvrit une enquête formelle contre lui et Patricia, et l'entreprise de construction d'Antoine faisait face à une crise sans précédent, avec l'arrêt des travaux et la fuite des investisseurs. Le procès de divorce de Léa et Antoine fut marqué par une tension palpable. Le tribunal était bondé de journalistes, de curieux et de partisans de Léa, qui était devenu un symbole de résilience et de justice. Antoine, accompagné de ses avocats, entra dans la salle avec une posture arrogante, mais ses yeux révélaient la peur et le désespoir. Patricia, visiblement abattue et avec une carrière en ruine, était assise dans un coin, essayant de passer inaperçue. Léa, quant à elle, entra la tête haute, vêtue d'un tailleur élégant et discret, avec une sérénité qui irradiait force et dignité. Elle ne cherchait pas vengeance, mais la vérité et la justice. Pendant le procès, Julie, avec son éloquence et son argumentation impeccable, présenta toutes les preuves de la trahison d'Antoine, les photos, les relevés bancaires qui prouvaient les dépenses exorbitantes avec Patricia, et les témoignages d'employés de la mairie qui avaient été témoins de la relation extra-conjugale. Elle détailla également l'abandon de Léa, le sacrifice de sa carrière et l'humiliation publique qu'elle avait subie. À chaque nouvelle preuve, Antoine se recroquevillait sur sa chaise, son image d'homme intègre et puissant s'effondrant devant tous. Patricia, quant à elle, tenta de se défendre, mais ses paroles sonnaient creuses et sans crédibilité. Le moment le plus marquant du procès fut lorsque Léa fut appelée à témoigner. D'une voix ferme et émue, elle raconta son histoire, depuis le début de sa relation avec Antoine, leurs rêves partagés, son dévouement à sa carrière, jusqu'à la découverte de la trahison et l'humiliation publique. Elle parla de la douleur, de l'isolement, du sentiment de s'être perdue, mais aussi de son parcours de redécouverte et d'autonomisation. Ces paroles touchèrent profondément le cœur des personnes présentes, et de nombreux journalistes et membres du public ne purent retenir leurs larmes. La vérité de Léa était indéniable, et sa dignité, inébranlable. Antoine, à son tour de témoigner, tenta une fois de plus de disqualifier Léa, l'accusant de mentir et d'agir par vengeance. Il tenta de minimiser sa responsabilité, blâmant la pression de la vie publique et la fragilité de leur mariage. Cependant, ses paroles sonnaient creuses et sans conviction, en contraste avec la sincérité et l'émotion de Léa. Le juge, un homme expérimenté et impartial, écouta tout attentivement, et la balance de la justice commença à pencher du côté de Léa. La vérité, qu'Antoine avait tenté de cacher si longtemps, était exposée de manière implacable, et il n'avait plus nulle part où fuir. Le jugement de divorce fut prononcé avec clarté et justice. Le juge accorda à Léa un partage équitable des biens, y compris une part significative de l'entreprise de construction d'Antoine, qu'elle avait aidé à bâtir, et une pension alimentaire qui garantissait sa sécurité financière. De plus, Antoine fut condamné à payer une indemnisation pour dommages moraux à Léa, reconnaissant l'humiliation et la souffrance qu'il lui avait causée. Patricia, quant à elle, fut relevée de ses fonctions à la mairie et faisait face à un procès pénal pour corruption. La justice, que Léa avait tant cherchée, avait été rendue, et l'inversion de l'humiliation était complète. La réaction d'Antoine au jugement fut de fureur et de désespoir. Il tenta de faire appel, mais ses avocats lui conseillèrent d'accepter la décision, car sa situation légale et politique était intenable. Patricia, quant à elle, fondit en larmes, réalisant que son ambition démesurée avait détruit sa vie. Léa, en entendant le jugement, ressentit un mélange de soulagement et une étrange sensation de vide. La bataille était terminée, et elle avait gagné, mais la cicatrice de la douleur était toujours là. Cependant, elle savait que c'était la fin d'un chapitre douloureux et le début d'une nouvelle vie, libre des ombres du passé et des attentes des autres. Avec le jugement en sa faveur, Léa sentit un poids immense être retiré de ses épaules. La justice avait été rendue, et la vérité, finalement, avait prévalu. Antoine, avec sa carrière politique et entrepreneuriale en ruine, et Patricia, faisant face à de graves accusations criminelles, disparurent de la scène publique, engloutis par les conséquences de leurs propres ambitions et mensonges. Léa, en revanche, émergea de la tempête plus forte et plus résiliente que jamais. La part de l'entreprise de construction qui lui fut accordée lors du partage des biens, bien qu'initialement un fardeau,
se transforma en une nouvelle opportunité. Avec le soutien de Julie, elle vendit sa participation à un groupe d'investisseurs éthiques, garantissant un capital substantiel pour investir dans son propre avenir. La vie de Léa s'épanouit dans tous les domaines. Son cabinet d'architecture, désormais doté d'une équipe plus grande et plus expérimentée, prospérait. Le projet de la place revitalisée fut un succès retentissant, lui valant une reconnaissance et des prix importants dans son domaine. Elle devint une référence en architecture durable et en design communautaire, étant invitée à des conférences et des ateliers dans tout le pays. Son agenda était rempli, mais elle trouvait du temps pour elle-même, pour ses amis et pour sa famille. La relation avec sa mère, Madame Dubois, s'était complètement rétablie, et elle jouissait d'une complicité et d'une affection qui semblaient auparavant impossibles. Éric, le propriétaire du café, continua d'être un ami loyal et un confident. Leur amitié s'approfondit, et Léa réalisa que la gentillesse, le respect et l'admiration qu'il ressentait pour elle étaient sincères. Ils partageaient non seulement des projets professionnels, mais aussi des moments de loisirs, des conversations profondes et des rires sincères. Petit à petit, sans hâte et avec beaucoup de naturel, l'amitié commença à se transformer en quelque chose de plus. Léa, qui avait juré de ne plus jamais se livrer à l'amour, sentit son cœur s'ouvrir à nouveau, non pas avec la passion dévorante du passé, mais avec le calme et la sécurité d'un sentiment mature et vrai. Un jour, alors qu'il travaillait sur un nouveau projet pour le café, Éric, avec un sourire timide, confessa ses sentiments pour Léa. Il dit qu'il l'admirait non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que femme forte, courageuse et inspirante qu'elle était devenue. Léa, émue, réalisa qu'elle ressentait aussi quelque chose de spécial pour lui. Ce n'était pas un amour qui l'étouffait ou la diminuait, mais un amour qui l'élevait, qui la faisait se sentir complète et valorisée pour qui elle était vraiment. Ils décidèrent de donner une chance à la relation, la construisant sur les bases solides de l'amitié, du respect et de l'admiration mutuelle. La vie de Léa était désormais un témoignage de dépassement et de rédemption. Elle avait transformé la douleur de l'humiliation et de la trahison en une force motrice pour sa propre transformation. La femme qui s'était un jour sentie invisible et jetable était maintenant une figure d'inspiration, une architecte renommée et une femme heureuse, entourée de personnes qui l'aimaient et la valorisaient. Elle avait appris que la vraie beauté ne résidait pas dans l'apparence ou le statut social, mais dans la force de caractère, l'authenticité et la capacité à se relever après les chutes. Son corps, autrefois source d'insécurité, était maintenant le reflet de sa santé et de son bien-être, un temple qu'elle soignait avec affection et respect. La fin de l'histoire de Léa n'était pas un conte de fées, mais une réalité construite avec résilience, travail acharné et connaissance de soi. Elle avait trouvé le bonheur non pas dans un prince charmant ou un empire de richesse, mais dans sa propre autonomie, dans sa passion pour l'architecture et dans l'amour sincère d'amis et d'un nouveau partenaire qui la voyait et l'aimait entièrement. La cicatrice du passé était toujours là, mais elle était maintenant un rappel de sa force, de sa capacité à se réinventer et à construire un avenir brillant, libre des ombres et des attentes des autres. Léa, désormais épanouie et réalisée, regarda l'horizon, sentant le vent sur son visage et le soleil sur sa peau. C'était son moment, son nouveau départ. Elle avait traversé la douleur, l'isolement et la transformation, et avait émergé comme la protagoniste de sa propre histoire, une histoire de dépassement, d'amour et de rédemption. La vie, autrefois un fardeau, était maintenant une toile vierge, prête à être peinte avec de nouvelles couleurs et de nouveaux rêves, tous les siens.